RFM, Radio Futur Média, 94 FM, Dakar. Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets: les 100 jours de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République, l'Assemblée nationale, l'opposition, les prochaines législatives, la reddition des comptes, le baccalauréat 2024, les résultats, les couacs et la prochaine année académique, Diomaye, médiateur de la CEDEAO auprès de l'AES et plusieurs autres sujets. Abdourahmane Diouf face à Babacar Fall, le grand jury, dimanche 11h10 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du grand jury de RFM. On pourrait l'appeler l'examen de passage de Bassirou Diomaye Faye. Le président de la République a-t-il réussi sa première conférence de presse après son élection il y a 100 jours? Le ministre de l'Enseignement supérieur va donner sa note. Bonjour Abdourahmane Diouf. Bonjour Babacar, très ravi d'être là aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Réaction mitigée de l'opinion après le face-à-face hier soir, après cette interview donnée par le chef de l'État, convaincant pour certains, décevant pour d'autres. Je n'ai pas eu les mêmes retours que vous. Pour moi, l'examen de passage, c'était au mois de mars. Quand il a fallu pour le grand peuple sénégalais trancher par rapport à une ancienne façon de faire de la politique et de gouverner. Le peuple sénégalais a choisi le président Diomaye Faye avec 54%. C'est une onction qui vaut pour les 5 prochaines années, nous en sommes conscients. Pour la prestation d'hier, je pense que pour tous ceux qui avaient encore un doute, ils se sont rendus compte que nous avons un président jeune, très jeune, mais qui est très au fait des questions nationales et internationales, qui a beaucoup rassuré en langue locale Wolof sur sa capacité à gérer, qui a bluffé beaucoup de monde sur sa compréhension des dossiers. Nous sommes tous en train d'apprendre nos différents métiers et je pense que lui, il est en train d'apprendre son métier de président de la République à très grande vitesse. Maintenant, on peut comprendre qu'il y ait une opposition dans le pays, que certains ne soient pas d'accord sur un certain nombre de positions de principe, mais l'exercice a été magistralement bien réussi. Et les prochains jours vont montrer que toutes les décisions qui ont été prises et communiquées seront mises en œuvre. Plusieurs sujets. Donc moi, ma note, elle est très haute. Plusieurs sujets, en tout cas, abordés dans cet entretien. La crise entre la majorité parlementaire et le Premier ministre qui pourrait être résolue avec la décrispation annoncée par le président de la République. La mise à jour du règlement intérieur de l'Assemblée nationale devrait être faite les jours à venir pour qu'enfin le chef de gouvernement puisse faire sa déclaration de politique générale devant le Parlement. Tout à fait. Je pense qu'il n'y a jamais eu de crise. Il y a eu des manœuvres politiciennes auxquelles nous avons répondu par des déclarations politiques d'envergure. C'est la politique qui répondait à la politique. Et à chaque fois maintenant qu'on reviendra à un débat des institutions, nous sommes prêts. Et nous saluons la célérité du président de la République qui, dans le cadre de la séparation des pouvoirs, a trouvé une solution sans tambour ni trompette. Je pense que ça édifie aussi sur sa capacité à prendre en charge un certain nombre de dossiers sans être dans le triomphalisme. Et il est heureux que le président de l'Assemblée nationale accepte de revenir à une célérité institutionnelle. Et le Premier ministre aussi va aller faire sa déclaration de politique générale. Je précise qu'on n'a jamais dit que le Premier ministre n'irait pas à l'Assemblée nationale faire sa déclaration de politique générale. Ah si, il a un ultimatum, demain 15 juillet. Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il a donné une réponse politique à une manœuvre politicienne. Maintenant qu'on revient dans le débat des institutions, le débat des institutions, c'est le recadrage du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, comme cela aurait dû être fait depuis longtemps. Et notre réponse institutionnelle, c'est d'aller à l'Assemblée nationale faire une déclaration de politique générale qui est prête depuis très longtemps. On ne comprend pas alors, Abdourahmane Diouf, toute cette grosse dissertation du président Bassirou Diomaye Faye sur la volonté qu'avait Ousmane Sonko de faire sa DPG devant ce qu'il a appelé un jury populaire. Diomaye Faye qui affirme hier soir
qu'il y aurait eu plus de qualité dans ce fameux jury populaire que devant l'institution de la République qui s'appelle Assemblée nationale. Alors, il faut distinguer la communication politique des relations avec les institutions. Quand on est dans la communication politique, on s'exprime où on veut, quand on veut, on a son propre agenda. C'est différent de l'agenda institutionnel. Quand on est en dialogue avec le peuple, on peut choisir les deux moyens. Ce que je sais, c'est que la déclaration de politique générale, elle est institutionnelle. Le président de la République a réglé le problème. Est-ce que le Premier ministre, il avait à dire, si vous ne rectifiez pas le règlement intérieur, je vais faire ma DPG devant une assemblée populaire? Je pense que je vais dire pour la 3e fois que c'est une déclaration politique qui répond à une manœuvre politicienne. Maintenant, qu'on sort de ces manœuvres politiciennes, on va vers le débat sur les institutions. À ce niveau de responsabilité, on se permet quand même? Nous sommes tous des politiques. Moi, je suis au gouvernement parce que aussi je suis politique. Les autres parce qu'ils sont politiques. Et tant que l'opposition sera dans des manœuvres politiciennes, nous pouvons répondre par des déclarations politiques. Parce que c'est par la politique que nous sommes arrivés au pouvoir. On ne peut pas être dans une technocratie intégrale au point d'oublier que le président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement sont des hommes politiques qui ont bénéficié de l'onction du peuple sénégalais et qui doivent mettre en œuvre un certain nombre de prérogatives. Si maintenant on a des manœuvres politiciennes en face de nous, on peut répondre par des déclarations politiques. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un président extrêmement responsable qui a pu faire jouer le dialogue entre les institutions au point de trouver une solution. Maintenant, allons à la déclaration de politique générale et on verra que tous ces préjugés négatifs qu'on a à l'endroit du Premier ministre ne sont basés sur rien du tout. Nous avons fait nos contributions pour la DPG depuis très longtemps. Elle est prête. Elle est prête à être communiquée aux députés du peuple. Et ce jour J, on verra. Nous avons les arguments pour faire face. On va aussi retenir ce démenti sur notre antenne hier soir, juste après cette conférence de presse du président du groupe Benno à l'Assemblée Abdoumbo, parce que Bassirou Diomaye Faye dit avoir appelé le président de l'Assemblée nationale pour trouver une voie de sortie de cette crise que vous n'aimez pas appeler crise, et que plutôt c'est le bureau de l'Assemblée qui avait mandaté le président du Parlement, il a mandaté d'aller voir, d'aller parler au président de la République, où se trouve la vérité finalement. Je me fie à la déclaration du président de la République, qui est au-dessus de tout, politiquement et institutionnellement. Et le président Faye qui avoue avoir demandé au chef de gouvernement de surseoir à cette déclaration de politique générale hors Assemblée nationale, et que Mounangoul Koko, le chef de l'État, a-t-il à attendre que le Premier ministre Nangoul Kololou, l'autorité suprême du pays, n'est-elle pas mise en cause alors? Nous sommes dans un pays de dialogue et de discussion. Il y a énormément de gens qui s'attendent à ce qu'il y ait des clashs entre le Premier ministre et le président de la République. Je ne reviendrai pas sur les déclarations du président de la République sur cette question qui a tenu à rassurer tout le monde. Je fais partie de ceux qui espèrent que ce clash-là n'aura pas lieu. Donc moi, je préfère ne pas entrer dans ce débat-là. Partout nous discutons. Le Premier ministre discute avec ses ministres, les ministres discutent avec leurs directeurs. Nous sommes dans une relation extrêmement huilée avec tous les collaborateurs pour que le Sénégal ne soit pas dans une logique guerrière tout le temps. On discute, on trouve des consensus, on applique des décisions et on avance. Et tant qu'on aura la possibilité de discuter entre nous, on le fera. Moi, je ne suis pas dans une logique totalement verticale avec mes collaborateurs. Je discute, je fais des compromis, j'avance. L'essentiel, c'est que les intérêts du Sénégal soient sauvegardés. Vous dites que cette DPG, elle est prête. Elle est prête depuis très longtemps. Vous avez fait les remontées nécessaires, vous, ministre de l'Enseignement supérieur. Depuis très longtemps. Depuis au moins le 10 juin. Et sur quel référentiel avez-vous préparé cette déclaration de politique générale, sur le PSE ou sur le fameux projet? Alors c'est sur le projet, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer les derniers jours. Bon, il y a quelques détracteurs qui ont essayé de faire comprendre qu'il n'y avait pas de projet. Je pense qu'ils étaient aussi dans la manœuvre politicienne. On vous a vu brandir à la télé ce livre qui s'appelle le projet. Tout le monde l'a vu. On parle État là. Ouais. Voilà, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Quand on n'est pas au pouvoir, on est un homme politique, on n'a pas l'onction populaire. Et on dit aux Sénégalais, voici ce que j'ai envie de faire. Bon, d'abord, les Sénégalais disent ce qu'ils ont envie d'avoir comme programme. On pourrait appeler ça les termes de référence. Ça a plutôt ressemblé à une profession de foi que... Non, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est extrêmement détaillé, c'est même très technique si on veut.
Le peuple dit, voici le genre de pays que je voudrais avoir dans les domaines de la vie économique et sociale. On peut considérer ça comme des termes de référence. Chaque homme politique qui a vocation ou l'ambition de diriger le pays peut venir avec son programme, son projet, quel que soit le nom. Ça, c'est une forme d'offre technique que vous faites au peuple sénégalais. Le jour de l'élection, le peuple sénégalais a choisi ce projet. Donc, même pour ceux qui ne croyaient pas en ce projet, ils doivent avoir l'humilité d'accepter qu'à partir du 2 avril, date de prestation de serment du président de la République, c'est ce projet-là, quoi qu'on puisse en dire, qui va devenir le référentiel de l'État du Sénégal. Ça, c'est une première étape. Vous auriez dû venir avec ce document cadre officiel, institutionnel, non, il ne peut plutôt pas, que de donner rendez-vous à septembre. Il ne peut pas être institutionnel avant de s'habiller des apparats du régime. Le projet ne peut être que politique. C'est une offre politique qui a été sanctionnée positivement par les Sénégalais. Maintenant, quand on entre dans l'État, dans la façon de faire de l'État, on prend ce projet avec les 5 composants, c'est-à-dire le renouveau africain, le rayonnement africain, la souveraineté alimentaire, le développement technologique, toutes ces questions-là qui sont dans le projet en tant que proposition faite pour le Sénégal sont retravaillées pour entrer dans les habits de l'État. D'ailleurs, si vous voyez le livre que j'ai brandi, ce sont les couleurs de la coalition Diomaye Président. Ce projet-là sera lifté, organisé pour être présenté aux Sénégalais sous la forme d'un référentiel. C'est ce que nous sommes en train de faire. Comme on dit en Wolof nag, entre sol yére, simmi yére, sol benen yére, amna lo xamné dafa xej. Donc c'est ce travail-là qu'on est en train de faire. Mais il n'a jamais été question de dire qu'il n'y a pas de projet. D'ailleurs, le Parlement, l'Assemblée nationale nous a annulé une excellente opportunité de présenter ça aux Sénégalais. Parce que sur le document d'orientation budgétaire que j'ai par devers moi, qui est un document public, vous verrez que toute la programmation budgétaire de l'année 2025 est faite sur la base des 5 composantes principales du projet. Donc on passe du projet politique pour aller vers le projet institutionnel. Et cela va prendre forme quand nous allons avoir notre propre budget. Il faut savoir que le budget que nous sommes en train d'exécuter n'est pas un budget qui répond à nos priorités. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons reçu les instructions du Premier ministre. Le FMI dit le contraire. Le FMI vous demande de continuer à travailler sur le référentiel plan Sénégal émergent de Macky Sall. Le FMI ne peut pas nous demander ça. Le FMI n'a aucun droit de nous demander ça. Nous allons travailler avec le projet choisi, non pas par le FMI, mais le projet choisi par le Sénégal. Maintenant, dans le respect des règles de partenariat et de collaboration. Il faut que les partenaires du Sénégal soient séduits par ce projet. Non, ils n'ont pas à être séduits par ce projet. Le projet, ce sont les Sénégalais qui le choisissent. Ils l'ont choisi. Vous savez très bien que ça ne se passe pas comme ça. Non, mais ça va se passer comme ça. Dans le cadre des relations de partenariat, nous allons mettre encore une fois l'habillage institutionnel. Et je pense que ceux qui sont en train de faire cette critique autour du projet au niveau national sont très mal placés pour le faire. Nous étions là quand on est passé de Yonou Yokouté au PSE. Ça a pris au moins 2 ans. Ça leur a pris 2 ans pour comprendre que le Yonou Yokouté était un projet politique sanctionné positivement par les Sénégalais et qu'il leur a fallu 2 ans pour faire le lifting, pour aller payer un cabinet à 2 500 000 euros pour avoir un projet final qui est appelé le PSE. Le Fonds monétaire international dit que le PSE n'est pas un mauvais programme. Mais ce n'est pas une question de bon ou de mauvais programme. Ce qui est bon ou mauvais... Vous avez dit que ça ne répond pas... Ce sont les Sénégalais qui décident de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Ce sont les Sénégalais qui ont dit au président Bassirou Diomaye Faye, au Premier ministre Ousmane Sonko, à vous Pastef, à la coalition Diomaye, les 5 actes que vous avez présentés dans votre projet nous conviennent. Nous voulons être gouvernés avec ce référentiel pour les 5 prochaines années. Ça, c'est une question de souveraineté. Maintenant, comme dans tous les projets, comme dans tous les programmes, si vous travaillez avec les bailleurs, que ce soit avec les FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne ou autres, il faut mettre ça dans un habillage institutionnel. C'est ce que j'essaie de dire depuis 5 minutes. Maintenant, c'est cet habillage institutionnel-là qui nous permettra d'avoir des relations de partenariat avec la Banque mondiale et le FMI, qui peuvent venir avec
une certaine forme de collaboration, mais nous viendrons avec le fond de nos idées. Et je termine l'idée de tout à l'heure. Je disais que nous avons reçu l'instruction du Premier ministre pour que le budget 2025 soit fait sur une base zéro. Cela veut dire que nous ne serons pas dans la reconduction automatique des crédits budgétaires tels que conçus par l'ancien régime, mais nous allons mettre nos priorités en avant pour que le budget n'ait pas la même configuration. Donc sur chaque élément, nous apportons notre touche parce que nous avons la légitimité populaire pour le faire. Et vous venez de lever des fonds de toute nature, entre obligations et autres emprunts, d'une autre nature, près de 1000 milliards de francs CFA en seulement 3 mois. Alors, en finances publiques, on nous apprend qu'il y a des dépenses, il faut les faire. Quand vous êtes un père de famille, vous vous réveillez le matin, vous devez donner le petit déjeuner, vous devez donner le dîner, vous devez donner, etc. Actuellement, c'est nous les pères de famille. Nous devons être diligents, prudents et avisés, comme on dit. Quand vous venez... Opposant, vous n'aviez jamais toléré que l'exécutif d'alors de Macky Sall lève aussi... de façon aussi marquée et régulière des fonds pour gonfler la dette du Sénégal. Mais maintenant, pourquoi nous sommes obligés d'aller chercher des fonds? C'est parce qu'il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de ressources. Et qu'en bon père de famille, nous devons donner la dépense quotidienne. Donc nous n'allons pas nous lancer dans des dissertations en laissant notre peuple mourir de faim, alors que nous avons la possibilité de chercher des moyens. Ce que nous avons trouvé ici comme bilan, on parle des actifs, on vous dira Macky Sall a fait l'autoroute, Macky Sall a fait telle autre chose. Mais c'est aussi le passif. Le passif, c'est qu'on est très endetté, c'est vrai, mais le passif, c'est qu'on n'a pas de ressources pour gérer la maison. Donc le bon père de famille, diligent, prudent et avisé, il va chercher les ressources. Après, il va venir faire. Quel est le pays aujourd'hui qui n'est pas endetté? Le président de la République a très bien expliqué. Même les plus grandes puissances, ça c'est votre domaine d'ailleurs. Oui. C'est votre formation. Quel est le pays aujourd'hui qui n'est pas endetté? Quel est, sur Radio Méfa hier qui dit que les clignotants, après son arrivée au pouvoir, les clignotants au plan économique sont rouges, la limite orange. Tout à fait. Quel est aujourd'hui le pays qui ne traverse pas des difficultés économiques, qui ne s'endette pas, même les plus riches rien de nouveau sous le soleil. Mais personne n'a jamais dit... Vous en faites une exploitation politicienne apparemment pour jeter le pauvre sur vos prédécesseurs, c'est ça? Mais personne, dans l'opposition comme au pouvoir, nous n'avons jamais dit qu'un État ne doit pas s'endetter. Ça, c'est faire preuve d'ignorance et de méconnaissance des règles de fonctionnement d'un État que de le dire. Et nous ne l'avons jamais dit dans l'opposition. Même sur les difficultés économiques, c'est tout le monde ça. Mais nous avons toujours dit qu'une dette doit être intelligente. Une dette doit être productive. Même vous, à titre privé, quand vous allez à la banque, le banquier ne va pas répondre à votre demande d'endettement selon que vous vous endettez pour des dépenses de fonctionnement ou pour des dépenses d'investissement. Si vous venez demander un prêt pour baptiser votre enfant, il y a de très fortes chances que le banquier vous dise non. Parce que dans la cérémonie du baptême, vous n'allez pas faire ressortir des ressources pour payer l'endettement. Et c'est ce que l'ancien régime a beaucoup fait. On s'est beaucoup endetté pour des dépenses de prestige. Maintenant, je reviens à la situation. Soyons pragmatiques. Sortons des grandes théories. Vous êtes père de famille, vous venez d'être élu président de la République, vous devez payer, vous devez donner la dépense quotidienne. Au Sénégalais, il n'y a pas de ressources. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez aller prendre de la dette. Vous allez prendre de la bonne dette qui vous permette de régler, de résorber les gaps, les déficits existants et ensuite d'aller dans la production et dans l'investissement pour créer des richesses. La bonne dette a des taux élevés. Pourquoi pas? 75 sur les eurobonds, par exemple. Nous ne pouvons pas venir et ne rien faire. De 7 ans. Nous ne pouvons pas venir et ne rien faire. Sur la plupart des rubriques budgétaires. C'est ça le risque, à tout prix alors? Non, c'est pas à tout prix, mais sur la plupart des rubriques budgétaires, nous avons trouvé zéro budget. Je peux vous donner 3 exemples. Le président en a donné un hier. Vous avez ce qu'ils appellent des fonds communs, des fonds secrets au niveau de la présidence de la République. On peut en revenir dans le débat. C'est légitime, c'est pas légitime. Il faut les prendre ou il ne faut pas les prendre. Mais l'Assemblée nationale du Sénégal a voté ces fonds pour une durée de 12 mois. Le président de la République arrive au bout de 3 mois, il y trouve 0 francs. Cela veut dire que ce qu'on aurait dû dépenser en 12 mois, on l'a dépensé en 3 mois. Et que si le président de la République demain doit aider quelqu'un à se soigner pour une facture de 10 000 francs,
malheureux 10 000 francs CFA, il ne les trouve pas sur la caisse parce que son prédécesseur a tout dépensé en 3 mois au lieu de 12 mois. Parce que les hommes politiques sénégalais se sont toujours arrangés à gérer de façon loisible ces fonds politiques-là. Il n'y a rien qui dit au président de la République voici les fonds politiques, utilisez-les sur telle périodicité. Mais erreur, Babacar. Le budget de l'État est voté pour 12 mois. C'est connu. Oui, d'accord. C'est ça l'autorisation parlementaire. On ne dit pas, on ne dit pas au président de la République d'être allé. Je peux vous donner c'est ça qu'il faut corriger peut-être. On ne dit pas au président de la République voici comment dépenser les fonds politiques. Non, le président de la République sait que le budget est voté pour 12 mois. Le budget est exécuté sur 12 mois. Oui, d'accord. Maintenant, il aurait fallu être un gentleman pour savoir que quand vous partez au bout de 3 mois, il y a 9 mois à gérer pour votre prédécesseur. C'est le premier exemple. Le deuxième exemple, et je le cite avec l'autorisation de ma collègue ministre des Sports, Madame Khadidienne, que je salue au passage. Quand elle est arrivée, donc 3 mois après l'exécution du budget, on a trouvé que toutes les ressources prévues pour les compétitions internationales sur 12 mois ont été dépensées sur 3 mois, sous prétexte qu'il y avait une Coupe d'Afrique des Nations. Et pourtant, on va vers les Jeux Olympiques. Et pourtant, elle doit trouver un budget. Elle a été obligée de se débrouiller pour trouver de l'argent pour accompagner ses valeureux athlètes sénégalais. Ça n'a pas été une attitude de gentleman que de dépenser le budget des compétitions internationales sur le transport. Au lieu de le faire en 12 mois, vous le faites en 3 mois. Moi, ministre de l'Enseignement supérieur, j'arrive sur les 8 universités publiques au Sénégal, où il y a des rectorats, il y a des centres régionaux, des œuvres universitaires. Tous les budgets qui devaient être calibrés sur 12 mois ont été calibrés sur 9 mois. Donc moi, je suis un ministre, je sais que sur les 9 mois qui me restent, j'ai un gap à l'entrée de 3 mois. Tout ça, ce sont des mauvaises façons de gérer l'argent de l'État en complicité avec le Parlement qui n'a pas joué un rôle. Maintenant, quand on arrive au pouvoir avec ce passif, encore une fois, on n'est pas dans la dissertation. Le bon père de famille que nous sommes doit aller trouver l'argent. Cet argent-là, avec beaucoup d'ingéniosité financière, nous l'avons trouvé, nous sommes en train de mettre en œuvre. Et comme je vous ai dit, il va se passer quand même un certain temps où notre principale tâche, ce sera d'éteindre des incendies. Encore une fois, on va revenir au gendarme financier mondial qui s'appelle FMI, qu'on soit d'accord ou pas. Ça vaut ce que ça vaut, mais le FMI jugé inutile cet endettement que vous venez de faire. Parle de le FMI, le Fonds monétaire international parle de surfinancement, de surliquidité. Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent-là? Non, il n'y a pas de surliquidité. Moi, c'est ce que le FMI dit. Le ministre de l'enseignement supérieur que je suis, ce que le FMI dit. Vous avez devant vous le ministre de l'enseignement supérieur. Ce que le FMI dit a une portée générale. Mais ce que le ministre de l'enseignement supérieur vous dit aussi a une portée nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des dettes, j'ai besoin de 120 milliards pour faire face à des dépenses urgentes, je ne les ai pas. Donc nous ne sommes pas en contradiction avec les FMI, mais chacun travaille suivant ses différentes prérogatives. Nous sommes élus pour régler des problèmes. Nous ne sommes pas élus pour faire que de la dissertation économique ou de la dissertation sur les textes. Les problèmes sont devant nous, ce sont des dépenses, il faut les gérer. Maintenant, dans l'urgence, nous trouvons les moyens de gérer ces dépenses. Et nous y réussissons avec une grande ingénierie financière que ni le FMI ni la Banque mondiale ne peuvent pas remettre en cause. Maintenant, si nous devons avoir une collaboration à long terme avec eux, oui, il va falloir s'asseoir et discuter. Parce qu'ils donnent leurs prêts suivant leurs conditionnalités que nous pouvons accepter ou non. Mais dans l'urgence, nous éteignons des incendies. Et je trouve que on est extrêmement bien placé pour qu'après 3 mois, on ait pu prendre en charge toutes ces questions. Rendez-vous bien, la Tabaski, on l'a géré. Le début de la campagne électorale arachidière, on l'a géré. Le transport des pèlerins, on l'a géré. Le début des inondations, on l'a géré. L'université est en phase de stabilisation avec un budget qu'on n'a pas encore intégralement, mais on est en train de racler sur les différents crédits budgétaires pour faire face. C'est ça un État responsable. C'est ça un gouvernement responsable. Vous faites face à des responsabilités, vous trouvez les moyens de gérer les affaires de la cité. C'est ce que l'État sénégalais a toujours fait. Pas forcément. Abdourahmane Diouf. S'il l'avait bien fait, il n'aurait pas épuisé
épuisé une grande partie des crédits sur 3 mois, alors que ces crédits sont partis sur 12 mois. Ça, c'est la gouvernance sabotage de ces opérations de levée de fonds. Le journaliste Madiambal Diagne et Birahim Seck, le patron du Forum civil, filiale de Transparency International, ont posé un certain nombre de questions sur la transparence autour de ces opérations. Moi, je voudrais, Babacar, qu'on règle un problème définitivement. Le Sénégal appartient aux Sénégalais. Le Sénégal est dirigé par les dirigeants choisis par les Sénégalais. Ceux qui émettent ces opinions aussi, ils sont des citoyens sénégalais. Oui, mais ce que je suis en train de... Ils ont le droit de faire de la veille sur les questions de transparence. Mais c'est nous, quand même, qui avons initié le Djubol Djubanti. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun acte qui a été posé qui soit en contradiction avec cela. Il faut nous juger sur les actes. Il ne faut pas nous juger, il ne faut pas être dans le préjugé. Donc, nous posons des actes. Il n'y a aucun Sénégalais aujourd'hui, de l'opposition, de la majorité, de la société civile, des journalistes, qui peut dire, voici un acte posé qui ne correspond pas à la transparence. Je prends le risque de dire que nous sommes le premier gouvernement qui, au bout de 3 mois, tous les membres du gouvernement, sans aucune exception, à avoir déposé nos déclarations de patrimoine dans les délais. C'est clair, c'est libre, c'est transparent. La question que vous pourriez me poser, que les membres de la société civile auraient pu me poser, c'est que est-ce qu'au bout de ces 3 mois qui viennent de s'écouler, les membres, les ministres de l'ancien régime, ils ont fait leur déclaration de sortie? Parce que la déclaration de patrimoine... Le président de l'OFNAC dit en avoir beaucoup reçu. Mais est-ce qu'il en a reçu? Pour moi, ça, c'est une question d'investigation pour les journalistes que vous êtes. Sans entrer, je n'ai aucune prétention à vous apprendre votre métier. Mais nous, on l'a fait. Oui, ça nous intéresse de savoir à combien estimez votre patrimoine, Abdourahmane Diouf. Moi, j'ai un patrimoine que j'ai déposé au niveau de l'OFNAC, qui est l'institution de la République habilitée. Essayons de savoir comment ceux qui étaient là pendant 12 ans ont géré notre patrimoine. Parce que c'est à la sortie que la déclaration de patrimoine prend toute son importance. Faites des investigations et vous verrez. Mais nous, à ce stade, on ne peut pas nous mettre dans des préjugés. Nous posons des actes que les Sénégalais voient. Je pense qu'en 3 mois, et le président de la République l'a très bien rappelé hier, nous avons fait plus que ce qu'on pouvait attendre de nous-mêmes. Ce qu'on a fait sur au niveau des prix, certains semblent... le minimiser, mais à la limite, on a des gens ici dans ce pays qui ont dit que ce n'est pas possible. Mais nous avons une ingénierie commerciale, nous avons une ingénierie industrielle, nous avons d'excellentes compétences de négociation avec les puissances étrangères, avec l'Inde par exemple sur la question du riz, qui nous permettent, dans une situation économique extrêmement difficile, de faire en sorte que 52 000 à 53 milliards soient injectés dans l'économie pour résoudre les problèmes des Sénégalais. Et ça, c'est une solution d'urgence. Parce que nous savons que les solutions structurelles viendront. Nous savons que la question de la souveraineté alimentaire 52 milliards à l'échelle d'un État pour réduire le coût de la vie. Mais alors... Nous avons un passif. Je répète 3 fois, nous avons un passif. Arrêtez de faire monter la sauce autour de ça. Oui, mais nous avons un passif. C'est-à-dire que dans les circonstances de notre arrivée au pouvoir, on aurait pu dire qu'on n'a pas de marge de manœuvre pour diminuer le coût de la vie. Et que les engagements que nous avons pris, qui sont des engagements que nous allons respecter, c'est que nous allons vers la souveraineté alimentaire et la souveraineté dans beaucoup d'autres domaines, en relançant la production, en travaillant sur la souveraineté économique, loi d'ailleurs qu'on a lancée et personne n'en parle, et que ce sont ces lois-là, cette production-là... La crise du pouvoir d'achat des Sénégalais, elle est toujours là. Et après elle est forcément là. Après cette conférence de presse d'ailleurs de Bassirou Diomaye Faye, il n'y a rien à mettre sous la dent pour les Sénégalais. Non, ce qu'il y a à mettre sous la dent, c'est qu'il y a des problèmes conjoncturels. Nous avons des problèmes de dépenses quotidiennes. Nous diminuons le coût des denrées de première nécessité qui a un impact direct sur le pouvoir d'achat des Sénégalais. Mais l'engagement que nous prenons, c'est qu'au lieu de faire l'erreur des autres régimes qui ont attendu 12 ans, 20 ans, sans relancer la production, nous serons dans la relance de la production industrielle, nous serons dans la régulation de nos importations pour que tout ce qui puisse être produit au Sénégal le soit au Sénégal. C'est ça qui nous permet, dans quelques années, d'avoir une économie ouverte, certes, mais une économie gérée par le secteur privé national. Donc il faut prendre le package que nous sommes en train d'offrir au Sénégal pour avoir la souveraineté économique. Et cette loi-là,
On en a parlé il y a 2 semaines. Ça va être révolutionnaire. On aurait aimé que tous les acteurs de la vie économique et sociale s'y intéressent pour que quels que soient les contrats qu'on va signer demain par ailleurs, que ce soit le Sénégal et le secteur privé qui soient au cœur de nos préoccupations, y compris d'ailleurs pour la presse. Y compris d'ailleurs pour la presse. Si cette loi sur la souveraineté économique est mise en place, RFM, le groupe GFM et toutes les autres organisations similaires bénéficieront de l'État d'un certain nombre de soutiens qui leur permettra d'être compétitifs, de créer des emplois et d'être en situation de meilleure compétitivité par rapport à une concurrence internationale qui nous étouffe et qui vous étouffe. Donc nous, on a cette vision à long terme de l'économie et du social. En ce moment, encore une fois, nous sommes obligés d'éteindre des incendies parce que d'ailleurs, c'est ça la réalité. On a c'est bien parce peur que les Sénégalais n'en voulaient plus qu'ils ont fait un changement radical. On a bien peur de faire face à une grosse démagogie, c'est normal. Vous dites que vous êtes des politiques. Le mot est trop fort, Babacar. Oui, mais c'est... Non, ce n'est pas de la démagogie. Oui, mais rien que c'est... sur les fonds politiques. D'ailleurs, sur les fonds politiques, on attend de voir qu'est-ce que le Trésor public a décaissé pour l'ancien président en 3 mois. Est-ce que le rythme de captation de recettes permet de donner en un seul trait, en one way, tous les fonds politiques dédiés au président public pour 12 mois. On attend des détails. Non, mais le détail, il est donné. En fait, les services dont vous parlez travaillent sous la responsabilité du président de la République. La parole du président de la République. Il nous est souvent revenu que les fonds politiques ne sont pas décaissés la parole du président de la République sur une question aussi sérieuse me suffit et devrait suffire à tous les Sénégalais. Ah non, pas forcément. Les gens ont le droit de douter, Abdourahmane Diouf, rien que sur les fonds politiques. Ergo sum, alors allons-y. Les fonds politiques. Mais moi, je me fie à la parole du président. Ousmane Sonko et Pastef avaient promis de les supprimer une fois au pouvoir. Il faut le président Diomaye Faye il faut plutôt les transformer en fonds secrets. On se demande d'ailleurs c'est quoi la différence entre les deux terminologies. Déjà, promesse non tenue. Vous êtes un journaliste très cultivé. Je ne le dis pas pour vous flatter. Je vous ai dit tout à l'heure que nous ne sommes pas encore dans le temps de notre gouvernance budgétaire. Vous ne pouvez pas supprimer un budget. Le président Faye a dit hier ces fonds politiques seront transformés en fonds secrets. Non, mais je vous dis... Au moins, il est dans la projection de ça. Vous dites la même chose. Mais ce que je suis en train de vous dire, pour être pragmatique, on a un pays avec une séparation des pouvoirs. Le gouvernement a préparé un budget qu'il est allé soumettre à l'Assemblée nationale qu'il a voté. C'est une autorisation sur 12 mois. Nous ne pouvons pas venir... sous réserve de certaines lois de finances rectificatives pour retravailler le crédit, remettre en cause fondamentalement ce budget. Le temps de notre gouvernance budgétaire viendra avec le budget qui sera voté pour 2025. Et nous sommes très avancés sur cette question. C'est parce que le Parlement, l'Assemblée nationale du moins, a refusé de nous recevoir que nous n'avons pas donné aux Sénégalais les détails de nos projections sur cette question. Mais le budget qui est là, c'est le budget de l'ancien régime. Nous l'exécutons tant bien que mal, avec beaucoup de difficultés, et le temps de notre gouvernance budgétaire va arriver. C'est comme sur toutes les autres réformes dont on a parlé, qui ne pourront être mises en œuvre qu'après révision de la Constitution. Et pour réviser la Constitution, vous devez avoir une majorité que nous n'avons pas. Donc je pense que tous les Sénégalais lucides comprennent qu'il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour régler tous les problèmes en une fois. Nous sommes dans un pays avec une démocratie assez forte. Nos institutions ont résisté à toutes ces tentatives de manipulation qui a eu lieu au mois de février, au mois de mars. Mais nous respectons ces institutions. Nous allons les utiliser pour que dans notre vrai temps de gouvernance politique, institutionnelle, budgétaire et économique, nous puissions faire les changements demandés par les Sénégalais. L'Assemblée nationale d'ailleurs, êtes-vous ou pas pour sa dissolution? Le délai pour ça arriver ou pas? Vous êtes pour des législatives anticipées? C'est le président de la République et le Premier ministre qui sont garants de ces institutions qui vont déterminer. Nous avons aussi un espace de communication politique qui est la coalition Diomaye qui peut en discuter pour donner un point de vue. Mais le délai n'est pas encore arrivé. Nous avons encore pratiquement 2 mois pour réfléchir à cette question. Et en temps opportun, on avisera. Une coalition léthargique. Mais ce que je peux dire, c'est que nous avons réellement besoin d'une majorité pour gouverner. Coalition Diomaye Faye léthargique depuis c'est votre victoire. Vous savez ce qui se passe chez nous, les premières frictions qui commencent à avoir le jour d'ailleurs dans ses rangs, cette coalition. Je n'en vois pas.
les sorties de membres de la mine Dianté et les allusions à Aïdembo, vous n'avez pas suivi? Ce ne sont pas des frictions liées à la coalition, ce sont des divergences de point de vue qu'il y a dans toutes les organisations. Et heureusement qu'on a des divergences de point de vue parce que ça nous permettra d'avancer. Les méthodes Ousmane Mais en Sonko, temps opportun sur les grandes décisions politiques, le président de la République et le Premier ministre vont se prononcer, la coalition va se prononcer et ensemble, nous prendrons une décision qui va dans l'intérêt, qui va dans le sens des intérêts des Sénégalais. les méthodes Ousmane Sonko vous conviennent-elles, Abdourahmane Diouf? Ousmane Sonko est le Premier ministre de la République du Sénégal. C'est mon patron. Le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko est le Premier ministre. Diomaye Faye est le président de la République. J'ai deux patrons. Et je travaille suivant les méthodes qu'on s'est définies ensemble. Nous avons eu un séminaire gouvernemental dont on n'a pas beaucoup parlé aussi, le 27 avril. C'était un vrai discours de la méthode de Sonko et du président de la République, Diomaye. Donc nous savons, nous, quelles sont nos valeurs, nous savons quelles sont nos méthodes de travail, rien n'est improvisé, ça a été extrêmement bien fait. Nous avons passé une journée avec les meilleurs experts de la République dans leur domaine, dans le domaine du management, dans le domaine des finances, dans le domaine de la gestion, dans le domaine du budget, et nous avons convenu ensemble, en tant que gens responsables qui siègent au Conseil des ministres, de définir une méthode de travail. Donc cette méthode de travail nous convient. De l'extérieur, la question la plus importante, c'est de ne pas d'évaluer la méthode, mais c'est d'évaluer les résultats. Et les résultats, nous nous portons garant pour vous les amener, chacun dans son secteur, très prochainement. Et le Premier ministre qui, dans son cabinet, nomme plusieurs conseillers qu'il dit être les référents des différents Moi aussi, ministres. j'ai nommé plusieurs conseillers dans mon cabinet. Oui, la différence, c'est que le Premier ministre dit aux membres du gouvernement, voici mes conseillers, vous, c'est tel conseiller qui est votre référent. Quand vous, ministre de l'Enseignement supérieur, vous avez un dossier, vous le portez auprès du président, du Premier ministre ou du conseiller dédié? Moi, dans mon cabinet, j'ai des référents pour chaque université du Sénégal. Vous ne répondez pas à la question. Mais je réponds à la question. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que sur nos méthodes de travail, à partir du moment où elles s'insèrent dans un canevas institutionnel, légal, accepté, qui ne peut pas être remis en cause, laissez-nous nos méthodes de travail et intéressez-vous aux résultats. C'est ça le plus important. Chaque citoyen que le a ministre, le droit de porter un regard sur les méthodes. Les modus operandi. Mais le modus operandi respecte les règles de la République. Moi, dans mon cabinet, je n'ai pas le droit de nommer n'importe qui conseiller technique. Je n'ai pas le droit de nommer le nombre de conseillers techniques. En fonction de la taille du ministère et en fonction du nombre de directeurs centraux que vous avez, c'est cela qui détermine le nombre de conseillers que vous avez et le nombre de chargés de mission. Quand je le fais, je l'amène à la primature qui me donne une autorisation. Quand le Premier ministre, lui, fait ce genre de choses dans son cabinet, il demande aussi l'autorisation du président de la République qui le lui accorde. Et nous sommes dans le respect des normes et de l'orthodoxie administrative. Ça, c'est la méthode, c'est notre méthode. Acceptez-nous d'avoir notre propre méthode et intéressez-vous aux résultats. Quelqu'un va très bien travailler le matin, quelqu'un d'autre préfère travailler l'après-midi, quelqu'un d'autre va préférer travailler le soir. At the end of the day, ce dont on a besoin, ce sont les résultats. Mais si on commence à discuter de la méthode de travail des gens, alors que chacun a son ADN, ben écoute, ça ne va pas le faire. Ce sont les résultats qui doivent nous intéresser. Et les résultats et les méthodes que nous utilisons, encore une fois, sont dans l'orthodoxie. Moi, dans mon ministère, j'ai des référents pour les recteurs. Les recteurs, ce sont des très grandes personnalités qui ont une certaine forme de légitimité, mais qui acceptent que sur certains dossiers, quand le ministre est débordé, ils peuvent discuter avec des conseillers techniques. Et ça ne rabaisse personne. On est dans la solidarité gouvernementale. On est tous en train d'activer les mêmes leviers pour arriver au même résultat. C'est ça qui est important. Mais tout le reste, pour moi, c'est des questions de détails qui n'intéressent pas le Sénégalais lambda, lui qui s'intéresse aux résultats que nous lui donnerons. Et les résultats arriveront. Est-ce que ça se passe bien entre vous et le Premier ministre? Il y a presque 2 ans, jour pour jour, vous aviez fait une sortie contre lui. On était la campagne des législatives. Il avait accusé votre coalition Art Sénégal de travailler pour Macky Sall, d'être financé par Macky Sall. Vous aviez parlé de propos irrévérencieux et mensongers d'Ousmane Sonko. Est-ce que vous avez normalisé maintenant? Ousmane Sonko est mon patron. C'est le Premier ministre, je travaille sous ses ordres. Et je ferai en sorte qu'il ait d'excellents résultats dans le domaine de l'enseignement supérieur qu'il m'a confié.
Vous en avez d'autres questions comme ça? Sinon, on peut remonter à 1960 Alors, et raconter les guerres d'indépendance de nos différents grands-parents. Il est peut-être temps de parler de l'enseignement supérieur. Tout à fait. Mais d'abord, la première vie d'un étudiant, c'est après le bac. Le baccalauréat général qui vient de s'achever avec d'ailleurs les résultats du second tour qui sont publiés. Avez-vous déjà une idée des chiffres de ce baccalauréat, le taux de réussite? On a déjà eu un aperçu au premier tour. Tout à fait. Au premier tour, on était autour de 23,4%, ce qui était dans la moyenne de 2022 et 2023. Là, les résultats finaux sont tombés hier. On est en train de les compiler pour avoir une idée au niveau national. Mais en termes de scénario tendanciel, on sait qu'on sera autour de 49-50%. Ce qui donnerait environ entre 69 000 et 73 000, 74 000 bacheliers. Donc on est en train, c'est dans la moyenne. L'année dernière, on a eu 51%, c'était 73 000. Cette année, j'espérais un peu mieux, mais bon, la réalité, c'est qu'on sera dans les mêmes eaux, mais avec 73 000, 74 000 bacheliers, ça devrait pouvoir le faire. On a eu beaucoup de mentions. Donc le bac s'est globalement bien passé. Il y a eu des cas de tricherie, bon, comme existe dans tous les dans toutes les organisations humaines. Nous avons essayé de les prendre en charge. La question qui a fait l'objet d'un débat au niveau national, c'est la question des téléphones. Je pense que je me suis déjà prononcé sur ça. La réglementation, elle est claire, elle est applicable. La loi peut être dure, peut même paraître injuste, mais c'est la loi. On n'a pas dit dans la réglementation que tout élève qui serait pris en train de consulter son téléphone sera exclu. On a dit que l'élève n'a pas le droit d'amener son téléphone. C'est correct ou c'est pas correct, c'est la loi. Moi, c'est ça que j'ai trouvé et c'est ça qu'on appelle. C'est pour cela que je n'ai pas de reproche à faire au président du jury. Appliquer la loi à la lettre. Ils l'ont appliqué. On ne peut pas le leur reprocher. Et moi, c'est le président de jury. Une part de l'opinion avait estimé que ces téléphones auraient pu être juste confisqués, faire preuve de souplesse. Mais exact. Maintenant, vous êtes d'accord ou pas? C'est la deuxième partie du raisonnement. J'ai dit que le droit est une science sociale. Le droit est une science sociale. On doit prendre la température de la société. Maintenant, une fois que l'exclusion elle est faite, parce que n'oublions pas que ces élèves, quoi qu'ils adviennent, sont déjà sanctionnés. Parce qu'ils n'ont pas fait l'examen de juillet. Maintenant, ce qui reste, c'est qu'il y a une commission de discipline qui va se réunir. Le fils du bac. Moi, la prérogative que j'ai en tant que ministre, c'est de faire en sorte que cette commission se réunisse dans les meilleurs délais. Ça, c'est ma prérogative. Mais je ne peux pas préjuger des décisions de la commission de discipline. Ce serait de le manquer de respect. Les cas vont être soulevés. C'est à cette commission de discipline de dire le raisonnement que vous venez de faire. Ah oui, peut-être bien qu'ils n'ont pas consulté les téléphones, on peut leur donner une seconde chance, mais ça, je n'en sais rien du tout. À tous ces parents, à tous ces élèves, je leur dis que le ministre que je suis comprend la douleur humaine, mais qu'on a dû appliquer la loi. Maintenant, dans les prochaines semaines, la commission va se réunir et on verra quels sont les résultats. Et pour vous prouver le niveau d'humanité, justement, de ce gouvernement, pour vous dire qu'on n'est pas toujours dans une application stricte, mais pour la première fois, un gouvernement, un ministère de l'enseignement supérieur, vient de donner une seconde chance de faire le bac à des candidats qui n'en avaient pas le droit. Un candidat forclos qui aurait dû déposer en janvier, qui vient déposer en février, il n'a pas le droit de faire le bac. Quand on s'est rendu compte que le nombre pouvait être important, on s'est dit on fait une dérogation. Vous connaissez la problématique de l'état civil. Énormément d'élèves qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n'ont pas pu faire le bac. Nous leur avons ouvert la deuxième session. Et ça, les Sénégalais, je pense, l'ont globalement très bien apprécié. Et cette deuxième session aura lieu au mois d'octobre. La session de remplacement, peut-on s'attendre à ce que tous ces candidats exclus de la session générale soient pardonnés? C'est la commission de discipline qui va décider. Vous avez une opinion sur ça? Non, j'ai pas d'opinion. Je respecte les décisions de la commission de discipline, comme je respecte les décisions de justice. Chacun reste à sa place et le pays sera bien gouverné. Vous allez orienter tous les nouveaux bacheliers, déjà ceux qui sont vascularisés dans les institutions privées. Beaucoup sont renvoyés parce que l'État n'a pas payé ces écoles supérieures privées. Ça, c'était il y a 5 ans, Babacar. Ce programme a été interrompu en 2019. Donc, ça fait durant tout le deuxième mandat du prédécesseur du président Diomaye, il n'y a pas eu cela. Maintenant, on a fait une évaluation. Le principe d'orienter dans le privé, à mon avis, est une excellente décision.
Mais sur les modalités de mise en œuvre, il y a eu des dysfonctionnements. Des rapports Il y en a qui ne peuvent faits. même pas récupérer leur diplôme parce que ils n'ont pas payé, l'État n'a pas payé. Il y a eu des dysfonctionnements et parmi ces dysfonctionnements, l'État, effectivement, n'a pas payé aux universités privées. Aujourd'hui, nous leur devons 14 milliards. Maintenant, notre principe, c'est d'orienter les élèves. C'est d'orienter les élèves. Nous considérons que tous les élèves sénégalais qui ont eu le bac et qui désirent être orientés ne doivent pas voir leur ambition universitaire recalée parce que l'État ne ferait pas face à ses responsabilités. Quand est-ce que vous allez payer cette dette due aux instituts privés? J'y arrive. Mais nous allons orienter tous les étudiants, tous les nouveaux bacheliers. Nous sommes en discussion avec les différentes universités dans le cadre d'un partenariat. L'idée de base, c'était de reprendre tous les quotas de l'année passée. Nous sommes en train d'en discuter. Ils nous ont communiqué leurs quotas et nous allons en discuter. Maintenant, si tous les étudiants parviennent à aller dans les universités publiques, ce qui m'étonnerait, ça aurait été l'idéal. Mais il y a de fortes chances qu'on en oriente certains vers le privé. Maintenant, cette orientation a des préalables. Le préalable pour les universités privées, c'est qu'on leur paye leurs dettes. 14 milliards, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on a un passif. Ça, par exemple, c'est un passif de l'ancien régime, les 14 milliards. Ben, nous allons devoir, comme un bon père de famille, régler cette dette. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. C'est vous-même qui m'interpellez sur cette dette. Ben, ce n'est pas notre dette, mais nous sommes obligés de la payer pour l'intérêt supérieur de la nation. Beaucoup de dossiers. Maintenant, nous sommes en train de discuter avec eux. Ils sont très patriotes, ils sont très ouverts. On a des arguments pour leur donner pour avancer sur la dette, faire les orientations, continuer à faire le travail et résorber ça éventuellement sur les prochaines années. Vous avez beaucoup de dossiers chauds sur votre table. Ah oui, j'ai que des dossiers chauds. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Oui. l'appel à candidature pour le poste de recteur qui fait débat là-bas. Un syndicat comme le Sud-Est Enseignement Supérieur parle de coup d'État académique parce que cet appel candidature n'est pas encore fait. L'actuel recteur, son mandat finit dans quelques semaines d'ailleurs. Alors, question brûlante, oui, brûlante, parce qu'on est dans le cadre de la gouvernance des universités. Depuis 2021, on est dans le régime de l'appel à candidature. Nous, quand on est arrivé, on a trouvé une situation qui n'était pas très agréable. Par exemple, pour l'université de Ziguinchor, le mandat du recteur s'est terminé au mois de mai 2024, donc un mois après notre arrivée. Et normalement, quand le mandat arrive à terme, avec le décret de 2021, on doit lancer l'appel à candidature 90 jours avant. Mais le conseil d'administration aurait dû le faire. Le conseil d'administration a été carent, ils ne l'ont pas fait. Le ministre de l'enseignement supérieur de l'époque, il aurait dû le faire, il ne l'a pas fait. Donc moi, quand je suis arrivé, j'ai constaté la situation. On était déjà dans le retard, mais dès la fin du mois d'avril, je leur ai demandé de lancer l'appel à candidature. Ce qui a été fait sans aucune difficulté. Aujourd'hui, on a 13 candidats pour le rectorat de l'université de Ziguinchor. J'ai nommé les membres du comité pour la sélection. Le travail est en train d'être fait. Excellent. Pour l'UQAD. J'arrive. L'historique est important. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé aussi le cas de l'université numérique, l'UNCHK, qui était coordonnateur. Il n'était pas décret depuis un certain temps. L'année dernière, si je ne m'abuse, en 2023, on lui a enfin fait son décret. Mais je considère que ce décret ne le protège pas. Parce qu'on a un décret de 2021 qui parle de l'appel à candidature. Donc le gouvernement de l'ancien régime, pour corriger cette erreur, lui a fait un décret de 2023. En 2023, au Sénégal, on ne peut pas nommer un recteur par décret sans appel à candidature. Eux aussi, on leur a demandé de faire l'appel à candidature. Ils vont se réunir en conseil d'administration le 24 juillet, ils vont le faire. Alors, situation de l'UQAD. Pourquoi Dakar doit être une exception? La situation de l'UQAD, moi je suis juriste, je suis ministre de l'enseignement supérieur, mais je suis juriste, je sais lire des textes. Beaucoup de juristes ont lu les textes et ont donné le même point de vue. Il se trouve que c'est au sein du rectorat de l'UQAD qu'on n'a pas le même point de vue. Et ce point de vue ne peut pas prévaloir sur les points de vue de tous les autres. Maintenant, moi j'avais pensé qu'on allait régler ce problème très facilement, dans la cordialité, dans la diplomatie, dans le partenariat. La réglementation, c'est pas plus facile. Ils se sont réunis. Et à ma grande surprise, le conseil d'administration de l'UQAD a dit, dans une phrase très simple, mais bon, très compliquée aussi, qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour lancer l'appel à candidature. Donc le conseil d'administration de l'UQAD est en train de nous dire, je ne lancerai pas l'appel à candidature. Vous êtes d'accord ou pas? Mais je suis totalement contre. Je suis totalement contre parce que certains même disent que le mandat du recteur va se terminer au mois de juillet, dans une dizaine de jours.
Mais je considère que le mandat de recteur est terminé depuis juillet 2023. Parce que le recteur a été élu pour 3 ans, 2020-2023. En 2021, on a le nouveau décret sur l'appel à candidature. Donc, c'est le texte nouveau qui s'applique. En 2023, donc il y a une année, ce qui aurait dû se passer, je dis bien ce qui aurait dû se passer, c'est que le PCA de l'UCAD aurait dû lancer l'appel à candidature. Il ne l'a pas fait, c'est une situation de carence. Le ministre de l'époque aurait dû le faire. Il ne l'a pas fait, c'est une situation de carence. Et au niveau du rectorat, ils ont développé une théorie que personne ne comprend par rapport à une reconduction tacite du mandat du recteur. On ne peut pas avoir une reconduction tacite du mandat du recteur dès lors qu'il y a le décret de 2021. Maintenant, c'est cette situation de carence qui fait que le recteur de l'UCAD a un mandat indu d'une année. À mon avis, ça fait une année que son mandat est terminé. Maintenant, moi, j'avais attendu une participation au niveau partenarial du conseil d'administration. Ça n'a pas été fait, mais bon, le gouvernement prendra ses responsabilités parce que nous considérons que l'appel à candidature doit être fait. On n'est plus d'ailleurs dans les délais et on prendra en charge nos responsabilités pour que l'UCAD ne soit pas un îlot d'exception par rapport à toutes les autres universités sénégalaises. On a 30 secondes pour 2 questions importantes aussi. La non-application par le recteur de l'Université de Thiès de la convention collective pour certains salariés. Alors c'est un dossier en cours, on y travaille. J'ai été saisi, on y travaille, je pense qu'on trouvera une solution. Les centres de recherche et d'essai, depuis leur création en 2007, tous ceux qui y travaillent ne sont que des contractuels, ne sont pas reversés dans la fonction publique. C'est le passif. Moi, je vois que vous avez commencé l'émission avec une certaine posture, mais vous êtes en train de me donner même des arguments. Tout ça, c'est le passif. Moi, partout où je vais, Ces contractuels, vous allez faire quoi? Mais nous allons travailler sur leur dossier. On leur donnera tout ce que le droit peut leur donner. Merci Abdourahmane Diouf. Mais restons sur les passifs. Nous avons des passifs, nous avons des étendus à éteindre. Nous sommes des responsables, nous déclinerons notre feuille de route à travers la DPG et nous déroulerons, Inch'Allah. Abdourahmane Diouf, merci d'être passé devant le grand jury. Merci à Abdou, Ablaï et Hassan à la régie. Restez avec nous, les programmes continuent, les infos dans quelques secondes. Bonne fin de week-end à tous.